Eh bien, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci à ceux qui sont restés. Alors, on a parlé d'assurance juste avant et là, on va complètement changer de thème avec donc, le paiement et on va commencer avec une interview de Martina Weimart. Eh ben, super, vous êtes déjà là, bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous êtes CEO de la European Payments Initiative, donc on connaît sous le nom de EPI. Et donc aujourd'hui, vous allez tout nous dire sur ce super projet donc, qui est né en juillet 2020. Pardon, donc 16 banques européennes qui ont créé ça, qui viennent de 5 pays d'Europe. Et donc, qui est donc le but un peu de créer une solution de paiement innovante, unifiée, pan-européenne évidemment, pour les consommateurs, pour les marchands. Donc c'est un peu un scheme européen. Et peut-être pour commencer, voilà, forcément on parle de scheme, on pense voilà, à Visa, Mastercard, ces fameux schemes américains. Est-ce qu'au fond, on est complètement en opposition avec ces acteurs-là ou alors vous allez me dire non, on n'est pas du tout en concurrence frontale, on est peut-être même partenaires? Oui, alors, juste pour reprendre 2-3 points. Premièrement, on n'est pas sur 5 pays, on est sur 7. Maintenant, Et au début. Au début 5 et maintenant 7. Et d'autres en discussion, et tant mieux d'ailleurs, parce que 7 pays, ça ne fait pas l'Europe. Mais bon, c'est un bon début, surtout quand on regarde les pays qui sont dedans. Donc évidemment, à part la France, l'Allemagne, la Belgique, Pays-Bas, l'Espagne, la Finlande et la Pologne. J'insiste sur la Pologne parce que c'est important, parce que à l'avenir, on doit couvrir aussi d'autres devises que l'euro. L'Europe n'a pas partout l'euro, comme tout le monde le sait, donc ça c'est important. L'autre point, le scheme. Ou qu'est-ce qu'est EPI? EPI est quelque chose qui est fait par rapport à une situation européenne et pas pour tomber dans une catégorie. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un moyen de paiement? Est-ce que c'est un scheme? À vrai dire, EPI est tout ça, puisque oui, c'est une marque, c'est un scheme dans le sens qu'on va élaborer ou qu'on a maintenant élaboré nos règles propres. Et qu'on a 2 moyens de paiement sous-jacents et un wallet. Donc on a les cartes, débit, crédit, business à l'avenir. Et ensuite le instant payment sous version donc digitale au sein d'une app, et on intègre d'autres services dans cette app, donc dans ce wallet. Donc on est tout ça à la fois, d'où la difficulté de catégoriser EPI. C'est pas seulement un scheme, c'est une solution, c'est un moyen ou 2 moyens de paiement fait vraiment pour l'Europe et pour les besoins du marché européen, donc élaboré avec beaucoup de recherche clients, mais aussi énormément de réunions avec des commerçants. J'insiste là-dessus parce qu'on a à cœur de traiter l'écosystème européen. On n'est pas là pour copier des Chinois ou des Américains. Et là, je viens à votre deuxième point. Sur Visa Mastercard. Visa Mastercard, enfin, je vais utiliser le buzzword et vous m'en excuserez, c'est de la compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va travailler gentiment ensemble tout en se faisant de la concurrence. Et c'est normal dans le paiement, oui, sur certains aspects, notamment sur le volet international, on va coopérer. Pour l'acceptation internationale, le pays ne pourra pas commencer avec l'acceptation internationale, elle suivra seulement à partir de 2025. Mais bon, de toutes les manières, enfin, l'idée, c'est pas de faire la guerre à Visa Mastercard. Ce qu'on veut, c'est que l'Europe ait sa propre alternative. Qu'on ait le choix en Europe, qu'aujourd'hui on n'a pas. Aujourd'hui, on est dépendant des acteurs internationaux. On ne peut pas faire un paiement cross-border dans le commerce sans ces acteurs-là et d'autres qui essayent de prendre leur place. Donc l'idée, là, c'est de dire on veut quelque chose d'indépendant, européen, avec un actionnariat européen, avec des standards européens, avec une technologie européenne et une indépendance technologique au point de vue fonctionnement aussi. Donc ça, c'est un peu l'ambition de l'EPI. C'est-à-dire que c'est surtout voilà, un enjeu de souveraineté ou quand même il y a un enjeu aussi de tout harmoniser et peut-être à terme de faire, je ne sais pas, baisser les frais de transaction? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est quand même assez particulier. Contrairement à tous les autres, nous avons 2 business models. Nous n'avons pas qu'un business model, donc le business model carte, qui est un modèle que tout le monde connaît.
On a établi maintenant, on a élaboré et validé avec la Commission un deuxième business model, ce qu'on appelle nous le Alternative Business Model, pour tout ce qui est paiement en SCT-Inst, donc les Instant Payment en commerce. Très important parce que auparavant, tout le monde était là à s'extasier. Pourquoi on n'a pas plus de transactions en SCT-Inst? Tout simplement, je pense, parce que les règles pour le commerce n'existait pas, le business model pour le commerce n'existait pas. Et donc on essaye de créer un cadre qui facilite ça et aussi de forger un service autour du SCT-Inst qui veuille dire quelque chose, qui n'est pas calé sur la carte, qui répond à d'autres besoins. Nous, on a découvert, ou on découvre, à vrai dire, encore et encore, qu'il y a des besoins en Europe qui ne sont pas complètement couverts. Donc on est très content d'avoir des points d'accroche très précis avec le marché et pas seulement faire de la substitution de cartes telles qu'on les connaît déjà. Les cartes, il ne faut pas se leurrer, c'est encore les gros volumes, mais l'innovation, on pense qu'elle sera sur le SCT-Inst et c'est les nouvelles situations de paiement. Donc nous, on est très soucieux de, effectivement, et encore une fois, désolé pour le buzzword, d'avoir un fonctionnement qui permet de l'omnicanalité et d'offrir de nouveaux services, par exemple du paiement récurrent en SCT-Inst. Ça n'existe pas aujourd'hui, c'est quelque chose que nous, on va proposer et sur quoi on travaille en étroite collaboration avec des très grosses plateformes digitales. Merci. Est-ce que, forcément, alors il y a aujourd'hui 22 membres, en tout cas quand on s'était parlé la semaine dernière, j'imagine c'est encore à jour. Est-ce que 22 membres, ça veut dire forcément 22 systèmes d'information différents? On a 22, je ne sais pas, cultures différentes. Alors vous me voyez peut-être un petit peu venir, mais alors comment est-ce que vous allez faire pour harmoniser tout ça? Premièrement, on a pris notre temps pour, je dirais, aligner ou échanger suffisamment pour se comprendre déjà, parce que c'est vrai, même si on est tous européens, les gens viennent de contextes différents. C'est très très différent si on vient par exemple des Pays-Bas ou si on vient de France. Les systèmes en place sont très différents, le fonctionnement du marché aussi. Par exemple, les Pays-Bas, il n'y a plus que 20% de paiement en espèces. C'est quand même très spécial. Ils ont un système en e-commerce, iDeal, que j'imaginais vous connaissez, mais qui est extrêmement développé et qui n'est pas du tout calé sur un fonctionnement comme nous, on le connaît avec la carte. C'est déjà du compte à compte. Et donc, oui, on a pris le temps pour se comprendre, pour discuter, pour sonder aussi suffisamment le marché, pour dire de quoi a besoin l'Europe demain. Parce qu'on n'est pas américain, on n'est pas chinois, on est européen, on vient de spécificités et on a des situations de marché très variables, mais on a des superbes opportunités parce que maintenant, la plupart des banques ou établissements ont investi dans l'instant payment, mais encore une fois, il n'a pas été établi dans le commerce. Donc là, il a une force de frappe avec les 22 actionnaires et à vrai dire, derrière les 22 actionnaires, il y a 33 institutions, parce qu'un, c'est un consortium de petites banques. On pourra avoir une couverture de marché, en tout cas très sympathique pour un démarrage. Donc ça, c'est, je dirais, le point de départ. Mais derrière, la véritable ambition, c'est d'ajouter des innovations à fur et à mesure qu'on avance. On a un budget d'innovation très conséquent à l'intérieur de EPI, justement, pour ne pas être toujours à la traîne ou à la copie. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, il fut un temps à la pointe de la technologie de paiement. Aujourd'hui, les technologies, on les importe d'ailleurs. Donc, on pense que, ne serait-ce qu'en R&D, mais nouvelles technologies, en mode de fonctionnement, en service, on peut beaucoup apporter, et pas seulement en Europe, même si ça peut paraître très, très ambitieux et peut-être décalé. Mais quand même, l'Europe, c'est sympathique, mais l'Europe, ce n'est qu'une partie. Et on sait très bien que demain, pour avoir du succès, il faut être surtout aussi présent sur la partie internationale. Donc, d'où la véritable ambition aussi de le porter plus loin et à partir de 2025, aller sur d'autres continents et viser l'acceptation de ce côté-là aussi.
Encore une fois, ça peut paraître dingue vu d'aujourd'hui. En même temps, on est très frappé par l'intérêt, notamment des Américains, pour EPI. Si je prenais tous les investisseurs internationaux qui frappent à notre porte, ma vie serait très belle. Mais on a une volonté, oui, d'indépendance. Il y a un enjeu politique derrière, c'est vrai. Mais bon, il ne faut pas se tromper de cible. Le véritable enjeu, c'est de donner à l'Europe une solution de paiement qui couvre les besoins et les envies des Européens, que ce soit côté commerçants comme des consommateurs. Et les fintech, en fait, dans tout ça, parce que c'est quand même un événement fintech. Est-ce qu'il y a vous avez des membres ou pas, ou est-ce que c'est trop compliqué pour ces encore petites structures, hein, pour la plupart d'entre elles, de faire partie de cette aventure? Voilà, donc on est en contact avec des fintech pour certains services à valeur ajoutée. L'ambition, c'est pas de réinventer tout au sein de EPI. Quand il y a des choses intéressantes, et Dieu sait qu'on a une roadmap qui est assez fournie, donc je pense que là, il y a des possibilités de coopération. Il peut y avoir aussi des possibilités d'entrer en tant que membre, voire même d'actionnaire. On peut le dire d'une façon très transparente. Aujourd'hui, EPI doit faire en sorte que ça devienne déjà un succès en Europe. Et pour cela, on a besoin de volume. Donc, en fait, nous, on accueille des gens déjà en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de volume. Ça veut dire qu'il faut traiter des transactions, avoir des clients consommateurs ou commerçants. Mais par exemple, oui, on a des accepteurs en e-commerce qui sont des fintech qui vont devenir membres, d'autres qui vont devenir prestataires de services. Je pense que là, c'est assez ouvert. Par ailleurs, pour devenir actionnaire, soit il faut émettre un moyen de paiement, ou enfin, demain EPI, hein, donc il faut avoir la volonté de mettre les deux, des cartes et de l'STDNs. Nous, on a ce credo-là, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, la situation de l'Europe requiert les deux, et pas du pick and choose, ah, je veux faire que ci, moi je veux faire que ça, parce que comme ça, on n'arrivera jamais à une promesse client cohérente. Donc, on part avec ce postulat-là, mais à partir de ça, si quelqu'un est account holding, donc si quelqu'un tient des comptes de clients, peut devenir membre de EPI. Et la question qu'on doit souvent vous poser, à laquelle titiller un peu, c'est quand même, est-ce que c'est pas trop tard en fait? Parce que quand on voit aujourd'hui Visa, Mastercard qui sont là depuis des années, et qui en plus sont un peu au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils sont en train de développer plein d'autres technologies. Ils font aussi quelques rachats. Hein. Récemment, on a vu une plateforme d'open banking, donc Tink, rachetée par Visa. Et je ne parle même pas en plus des avancées qu'ils font dans les crypto-monnaies. Alors du coup, est-ce que vous n'êtes pas allé à un petit train de retard quand même? Tout à fait, ça c'est une question légitime et c'est une des questions qu'on s'était collectivement posées. Est-ce qu'on peut encore? Est-ce qu'on doit encore? Est-ce qu'il y a encore une opportunité? Aujourd'hui, enfin, je n'ai plus du tout de doute, puisque maintenant on a fait tellement de recherches et de contacts avec les commerçants qu'on sait où sont les demandes. Et si nous demandent des services précis, c'est parce qu'ils n'existent pas, et notamment autour du STT Inst. Donc aujourd'hui, je pense que la question ne se pose plus tellement. Et puis par ailleurs, enfin oui, c'est vrai, nos grands concurrents ou enfin la face nord l'a attaqué, c'est côté grosses compagnies de tech, big tech, GAFA, les ICS, c'est vrai. Mais en même temps, enfin, je ne sais pas s'il faut vraiment avoir de complexe d'infériorité, parce que quand on regarde justement tout ce qu'ils rachètent et le peu qui en sort, je ne sais pas s'il faut vraiment avoir tellement de complexes, et notamment les GAFA, je ne sais pas, Google, je crois qu'ils sont à leur 6e version de Wallet. Ce n'est pas parce qu'on est gros que ça marche. Je pense que c'est une question d'adéquation avec le marché, de volonté d'écouter les commerçants et les consommateurs. Et on verra. Normalement, jusqu'à présent, les banques, en tout cas, ils peuvent amener des clients. Évidemment, il faut convaincre, mais on a tout fait pour. Je pense que la proposition de valeur, elle trouve un très très bon écho. On l'a testé maintenant en version clic d'amis. Donc on a des retours très très précis dans tous les marchés européens qu'on couvre aujourd'hui sur la proposition de valeur. Et on a par ailleurs des commerçants qui, premièrement, veulent devenir des lead merchants,
et on est en contact très, très approfondi avec des très grands commerçants. Donc, l'avenir le montrera. Je pense qu'en paiement, il faut être humble dans le sens où on ne sait jamais à l'avance. On sait tous que c'est extrêmement compliqué. On peut seulement se dire, on a aujourd'hui un recul en Europe. On voit quand même ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on a quelques solutions interbancaires à l'échelle nationale qui sont beaucoup plus successful en termes d'un marché qu'un PayPal ou un Visa ou un Mastercard même. Parce qu'aujourd'hui, Visa, Mastercard, ils se partagent le marché, mais si vous allez en Suède, tous les Suédois ont Swish. Si vous allez aux Pays-Bas, PayPal n'a pas réussi contre iDeal. Si vous regardez aujourd'hui, pour parler de succès récents, les Espagnols ont développé entre banques Bizum. C'est un succès phénoménal en Espagne. Donc, je pense qu'il faut regarder pourquoi certaines solutions marchent, certaines ont plus de difficultés, pourquoi dans certains marchés ça réagit, dans d'autres non, et essayer d'en tirer vraiment la connaissance et pour faire au mieux. C'est tout ce qu'on peut faire et je pense qu'on a des atouts, mais on a aussi énormément de challenges. Je ne veux pas minimiser la complexité, mais premièrement, quand je vois l'alignement entre les actionnaires quand même sur l'ambition stratégique et sur la volonté de faire, après c'est une question aussi de moyens financiers, ça coûte cher. Ce qui coûte surtout très très cher, c'est faire un réseau d'acceptation, parce que c'est très facile de sortir un moyen de paiement. Même les banques centrales maintenant pensent qu'elles peuvent faire des moyens de paiement là. Mais bon, c'est pas forcément dit qu'on a un réseau à la fois d'émissions et d'acquisition. Ça, c'est tous les fintechs, je pense, qui sont ici, ils savent très bien de quoi je parle. Et c'est là qu'on voit que c'est une question aussi de moyens financiers et de pouvoir aligner les planètes. Donc il faut venir avec une masse critique. Si on ne l'a pas, les commerçants, ils sont là, mais alors, tu peux m'amener combien de clients? Sinon, ils ne vous ouvrent pas la porte. Donc c'est cet alignement-là qu'on a effectué côté acquisition. Donc c'est le premier scheme, si vous voulez, qui a comme actionnaire aussi des acquéreurs. On n'est pas dans une configuration comme chez Visa Mastercard. Ça existe aussi, par exemple, en Australie, chez EFTPOST, mais c'est absolument exceptionnel, alors que chez nous, ils ont leur place totalement établie dans le scheme, dans la solution, et on le considère comme très important pour arriver à cet impact sur un écosystème. Et pour terminer quand même, la question que j'imagine beaucoup de monde va se poser, c'est alors à quand est-ce la fameuse deadline, voilà, quand est-ce que ça va être opérationnel, et peut-être un petit peu la roadmap à venir. Oui, donc là, on est dans une phase absolument critique, dans le sens où, comme vous disiez à juste titre, c'est l'interim company pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est plus en mode projet, même si c'est très avancé, même si on a déjà élaboré beaucoup de choses. Maintenant, il faut vraiment prendre la décision de transformer cette interim company dans la target holdco, donc la vraie société qui va lancer la solution dans le marché. Ça, c'est prévu pour fin novembre, là, en termes de prise de décision. Et après, on a choisi les prestataires techniques avec lesquels on veut travailler. Je dirais tout est en place pour dire maintenant on implémente vraiment, on fait aussi du roll-out dans le marché. Et le premier cas d'usage qu'on verra à partir de l'année prochaine, ce sera du P2P, suivi par du SCT Inst en e-commerce, et les cartes qui, comme toujours, c'est très compliqué, les cartes, viendront en dernier. Mais bon, heureusement que l'SCT Inst viendra avant, parce que c'est là qu'il y a la partie innovation. Et donc ça, c'est important à rappeler comme calendrier, plus en 2025, comme je disais, l'expansion internationale. C'est-à-dire qu'on aura un petit logo sur notre carte ou pas? Ben oui, on l'espère bien. Ça ne sera certainement pas EPI, encore que. Beaucoup de gens, finalement, se sont habitués à ce nom et trouvent ça pas mal. Je sais pas, EPI en espagnol, c'est le Ernie de Sesame Street, donc c'est peut-être pas génial comme nom, mais bon, on tergiverse encore un petit peu là-dessus. Mais voilà, on verra, ce sera le nom commercial final de EPI qu'on ne va pas divulguer tout de suite. Mais voilà.
Eh ben, écoutez, on verra ça. Merci beaucoup Martina, en tout cas pour votre témoignage.